prochainement, c'est prévu pour le printemps 2026 en version collector avec à peu près 100 pages de plus. Donc il y aura des bonus, des articles complétés, des choses qu'on va reprendre, des choses qu'on a réactualisées, quelques éléments sur le film, la série, toujours en cours, je vais en reparler tout à l'heure. Merci, ah mais merci, merci infiniment. Rendez compte, Enrique, on peut l'applaudir quand même. J'allais dire, il est en train de m'éventrer, c'est pas tout à fait le cas, il est en train de m'éventailler. Voilà, j'invente des mots maintenant, on est plus à ça. Ça va, tu tiens le coup toi aussi, parce qu'il a donné de la voix là aussi au concert, mine de rien. Vous y étiez? Super, merci. Ouais, c'était super. Les conditions sont magnifiques. Quand je vais rentrer sur Avignon, on me dit alors, c'était bien le tour. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud, mais chaud dans tous les sens. Chaud dans votre cœur, chaud dans vos mains et chaud dans l'ambiance aussi. Alors, je tiens à dire aussi, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure en conférence, je le rappelle, Jérémy Chéron, le patron de Prime Prod avec qui on travaille, n'a pas pu, enfin il était prévu, il a eu un empêchement personnel et familial, il s'excuse, il aurait été ravi d'être là, mais il a eu un peu de dernière minute, c'est les aléas de la vie, donc du coup, voilà, je me suis rencardé avec lui pour savoir ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire au nom de Prime Prod et des éléments à venir. Je vous avais dit qu'Olivier finirait bien par nous rejoindre. De toute façon, on avait un petit quart d'heure pub. Olivier fallait. Bon, j'en profite pour dire aussi qu'il y a Akiba Magazine, le temps qu'Olivier s'installe tranquillement, donc Akiba Magazine, avec une première enquête sur Raïm Saban autour de Goldorak, que j'ai signé, et la seconde c'est sur les Blackpink. Il y en a qui connaissent aussi Blackpink ici? Un petit peu? Bon, voilà, en tout cas dans cette enquête on a fait un angle, c'est surtout leur goût en termes de japanese, de manga, de jeux vidéo. On ne va pas faire les papiers classiques parce que Blackpink vous avez vu forcément des séries dans le magazine, donc on a pris un angle un petit peu différent. Alors on va remonter le ton et on va commencer évidemment par Goldorak. On va brosser ça assez rapidement, passer par les expériences, c'est-à-dire Goldorak Experience, puis on viendra, on conclura avec le Citadel Experience qu'on a envie d'un petit peu développer, parce que ça fait un moment qu'on vous en parle et on a envie de vous donner des éléments supplémentaires, ceux qu'on est autorisé à vous annoncer. Donc comment êtes-vous, Olivier? Je crois qu'on s'est entreaperçu rapidement, c'est fou, on se connaît depuis longtemps, on n'a même pas encore le temps de se dire bonjour. Désolé. Comment êtes-vous? Ça va? Désolé pour le retard. Non, pas de soucis, c'est des choses qui arrivent. Mais ça va bien. J'aurais expliqué aussi sur plein de choses, donc il n'y a aucun problème. Et de toute manière, il y avait déjà un retard avant de la pub. Ah, ouais, ça va. Voilà. Allez, tout va bien. Alors, on rentre dans le vif de l'action. Goldorak, on remonte juste quelques petites années en arrière, en 1978. Le 3 juillet 78, il y a un double événement commun, entre guillemets. La première de Récréa 2, Dorothée officier, en fait. Des fois, on dit il y a eu les 10 ans de Récréa 2. C'est pas en fait tout à fait exact. Là, je pinaille un petit peu. Il y avait une émission avant qui s'appelait Dorothée et ses amis. Et en fait, c'est plutôt 9 ans de Récréa 2. Et on dit 10 ans pour résumer, mais voilà, je tenais à apporter cette petite précision, parce qu'on fait parfois ce genre de résumé, comme quand on dit que c'était à cause de Ségolène Royal que le Club Dorothée est mort, et j'en ai un peu marre, je pinaille de voir toujours des fausses informations passer. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Par contre, le Club Dorothée dure à 10 ans. Donc Goldorak va être un événement à plus d'un titre, hein, évidemment, tu connais le dossier aussi bien que moi. Il va y avoir plusieurs génériques, c'est la série qui a eu un maximum de génériques, 8 au total. Il y a eu Killary qui en a eu 8, mais on ne peut pas comparer parce que Killary, entre-temps, c'est une époque différente, il n'y a pas eu de disques, etc. Mais c'est quand même rare en France. Et en plus, Killary, c'était des adaptations de génériques japonais. Dans le cas de Goldorak, ça n'a pas été toutes des adaptations des génériques japonais. Donc évidemment, vous connaissez l'histoire, ça a été un phénomène assez incroyable, il faut resituer le contexte. Il n'y avait que peu de téléviseurs, peu de chaînes, pardon, je suis fatigué, à l'époque. Et évidemment, on avait l'impression que tout le monde était devant Goldorak. En réalité, personne n'en voulait. À l'époque, à Antenne 2, et Jacqueline Joubert a été plus ou moins contrainte et forcée, entre guillemets, de le diffuser parce que les papiers, les contrats étaient déjà faits en amont. Et la série est arrivée tranquillement. Et des fois, la pluie, ça aide. Puisque, effectivement, la série avait été placée en bouche-trou. Et on voulait un peu s'en débarrasser rapidement en disant bon c'est bon, on le met là l'été, puis boost. Et finalement ça a pris très très fort. Ce qui fait que, c'est l'occasion de rebondir, Enrique, qui je crois avait 18 ans, si je ne dis pas de bêtises à l'époque,
est arrivé sur l'aventure Goldorak. Alors évidemment, dans la chanson japonaise, il y a des chœurs d'enfants. Est-ce qu'Enrique, c'est vrai qu'on parle souvent de la polémique, de la censure, est-ce qu'on peut dire ou pas qu'on t'a choisi, entre autres à l'époque aussi, parce que ton timbre de voix se rapprochait peut-être du chanteur original? Oui, c'est ça. En fait, j'ai une voix un peu de ceux qui ont entendu cet après-midi, un peu lyrique, un peu puissante pour de la variété. Et on avait besoin, parce que la version japonaise de Goldorak, c'est combatif, c'est guerrier, c'est très, vous connaissez tous la version japonaise, c'est quelque chose qui est percutant. Donc, j'étais chez Eddie Barclay, la maison de disques Barclay, et Eddie m'a téléphoné pour me dire il faut que tu me chantes un truc japonais. Il appelait ça le truc japonais Goldorak. C'était pas la star de maintenant, et tout le monde a découvert. Et j'ai dit mais pourquoi moi? Il me dit bah parce qu'avec la voix que tu as, tu es le seul dans la maison qui peut me chanter ça, dans sa maison de disques. J'ai dit bon mais ok, voilà, je vais enregistrer, mais ils avaient besoin, en tout cas, pratiquement tous les Japonais. D'abord, à l'époque, c'était très bien écrit, l'écriture musicale, la mélodie, les arrangements, l'orchestration. C'était écrit de manière un peu symphonique. Si vous écoutez la version d'origine, il y a vraiment des cordes, des cuivres, des percussions, des rythmiques. Il y a beaucoup de musiciens. C'est pas comme plus tard, on a mis des lasers, des ordinateurs, enfin bref, des synthétiseurs. Alors qu'à l'époque, c'était un peu classique. Et tous les chanteurs, pour chanter ces chansons-là, avaient besoin d'avoir de la voix. Donc voilà pourquoi on me l'a demandé. Et moi, je me suis battu, j'ai essayé d'être à la hauteur de la mélodie en me disant qu'il ne faut pas qu'on soit ridicule. Nous, en France, parce qu'on me disait ça vient du Japon et on va le diffuser en France. Bon, mais ok. Et j'ai pas voulu être en deçà du chanteur japonais. J'ai essayé de dire soyons au moins à égalité, parce qu'ils chantent super bien les japonais. D'ailleurs, tous les chanteurs japonais assurent vraiment. Et voilà pourquoi c'est puissant comme ça. J'ai une question pour toi, Enrique. Avant, tu avais aussi une carrière, comme tu le disais, chez Barclay, et je crois que tu avais des disques qui sont sortis au Japon. En fait, tu avais déjà entendu chanter en japonais avant. Parce qu'on est dans les années 70, il n'y a pas internet, donc tu avais déjà entendu. C'est un peu spécial comme on chante en japonais. T'étais déjà un peu familier avec ça ou tu as découvert? Non, merci Olivier, j'avais juste entendu pendant le festival. J'ai eu la chance de faire le festival Yamaha à l'époque, il n'existe plus à Tokyo. Et Barclay m'avait emmené avant Goldorak. Et effectivement, j'avais entendu des chanteurs sur place, mais déjà, ça chantait quand même. Même les chanteuses japonaises, elles ont une bonne technique, elles chantent vraiment. C'est une culture au Japon de bien chanter. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je respecte, mais ils s'assurent, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup leur manière. Et effectivement, tu as raison, oui, je les avais entendus et je m'étais dit, il ne faut pas que nous, petits Français, on soit ridicules. Il faut y aller. Et j'ai essayé d'être à la hauteur. Je voulais savoir également, j'ai trouvé un petit bouquin il n'y a pas très longtemps, j'avais trouvé un livre sur Pierre Delanoë, on connaît la chanson, qui relate pas mal l'aventure des génériques de Goldorak, l'affaire des génériques, etc. Et il y a des rumeurs, ça n'a jamais été vraiment confirmé, et dans un nouveau bouquin que j'ai trouvé d'époque, il y a une photo où on voit le jouet de Goldorak d'époque, le Jumbo, et on voit 3 Japonais, et on voit Pierre Delanoë, et quand tu as fait l'enregistrement du générique de Goldorak, alors l'un d'entre eux, on se reconcerte avec Olivier, parce que j'ai trouvé celui il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si c'est Shinsuke Kikuchi, j'ai essayé de voir, parce que c'est il y a quand même très très longtemps, et j'ai essayé de comparer les photos, mais je sais que les Japonais sont venus pour superviser la séance, je ne veux pas dire bêtises, hein, si tu peux nous le confirmer, mais je me pose la question de savoir si Kikuchi était présent. Enfin, en tout cas, il y a une des photos qui m'intrigue, et j'ai l'impression que c'est lui, mais je ne peux pas le confirmer, mais je sais que ça remonte à loin, mais je te pose la question. Alors moi, je vais être très honnête, je vais tout vous dire.
j'ai fait un aller-retour. Je m'explique. Quand Barclay m'appelle, je suis du côté de Perpignan, à Barcarès, sur un podium avec Herbert Léonard, Nicoletta à l'époque, Carlos, enfin bon, tous les soirs il y avait des vedettes, et je chantais avec eux sur le podium. Donc j'ai vraiment pris l'avion le matin de Montpellier pour aller au studio Hoche, avenue Hoche à Paris, qui était le grand studio Barclay, où enregistraient Jacques Brel, Ferré, Ferrat, Lavillier, enfin bon, tous les grands que vous connaissez. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait... Alors, les Japonais sont très disciplinés, ils ne sont pas comme nous les Français. Je suis arrivé au studio, ils étaient tous en randonnion comme ça, et je passais, je ne comprenais rien, ils me disaient bonjour, et je ne sais pas parler japonais. Alors moi, je me suis très respectueux. On m'a montré un petit écran comme ça, un écran de témoin, en me disant voilà, il faut que tu chantes ça, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai vu ce robot, mais sur le coup, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, c'est magique. Après, je me suis dit, c'est génial. Et j'ai écouté la voix du chanteur japonais. Et j'ai dit, mais voilà, moi je me suis dit, c'est quelque chose de très puissant, et je ne savais pas pourquoi au fond de moi. C'était il y a 47 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, et effectivement, j'étais quand même. Alors, dans le nom des Japonais qui étaient là, lui, je ne sais pas s'il y avait le compositeur. Mais ce que je peux vous dire, l'ingénieur du son m'a dit, Enrique, rejoins la cabine. Vous savez, dans les grands studios, c'est 3 fois, 5 ou 6 fois ici. Il me dit, tu rejoins la cabine. Alors, vous êtes dans une cabine vitrée, et vous devez chanter, et eux sont là. Tous les Japonais, le preneur de son à la table de mixage avec ses adjoints, et moi qui commence, j'ai enregistré des bribes au départ, c'était des morceaux, bref. Et je chante, au bout de 3-4 minutes, la musique s'arrête, et plus rien. Moi je suis dans la cabine, vous imaginez dans la cabine, aucune réaction. Je ne savais pas s'ils avaient aimé, les Japonais, ou le preneur de son, si c'était bon, si j'étais bon ou mauvais, j'en sais rien. À courir vers nous, prince de l'espace, j'ai donné tout mon cœur, mais je ne savais pas. Silence, et c'est long, hein, pendant quelques secondes. À bout d'un moment, j'ai dit, non, Yvon, il s'appelle Yvon. Yvon, tout va bien, on le refait pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, attends, Enrique, attends. Je vois qu'ils se concertaient, les Japonais, j'ai dit, ça doit paraître haut, parce que là, ils ont pas l'air... Et du coup, il me dit, bon, Enrique, rejoins-nous. Alors, je les rejoins, j'y vais, et les Japonais, avec un sourire, ils étaient contents. L'ingénieur du son me dit, Enrique, c'est ça. D'après ce qu'il pense, parce qu'il devait bien y avoir un directeur. Il vient de rendre là, donc on va se faire. Ah, c'est la pile. Bon, on va se faire. Bon, je termine l'anecdote. Et en fait, la première prise était la bonne. Aku va combattre. Bref, tous les extraits et tout ce que j'ai fait, c'était bon. Et je lui dis, bon, mais c'est génial. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais quoi? On va refaire une deuxième prise pour la voir en sécurité. Ce qui est normal. En studio, vous faites toujours un doublon pour pouvoir conserver ou prendre des choses qui vont mieux que d'autres. Et voilà comment s'est passé Goldorak. Alors, moi je ne suis pas surpris que beaucoup d'entre vous l'aient dans leur cœur et que ça ait touché le plus large public possible. Mais c'est parce que d'abord le robot est magique, la star c'est Goldorak, mais la chanson, la mélodie, l'orchestration, tout ça c'est magique. Il y a eu une alchimie au Japon quand la Toei a fait ça avec Go Nagai, qui est une alchimie de tout qui est magnifique. C'est vraiment une réussite totale. Et moi, je me suis intégré à cette magie. Et ça a matché, comme vous dites, les enfants diraient, papa, ça a matché. Ça a matché il y a 50 ans.
Et je suis très heureux de ça. Mais voilà. Et je ne sais pas si le compositeur était là. En tout cas, ils ont tous validé. Et on n'a rien changé. C'est sorti comme ça. 15 jours après, c'est sorti le 3 juillet. C'est sorti, là, j'étais quelques jours avant la sortie. Ça me fait toujours délirer quand je vois la pochette du disque de Noam, où je vois nouvelle édition Barclay, parce qu'il y avait ce passage, cette transition entre Barclay et Saban, où je me dis, purée, mais là, ça aurait presque pu être le visage d'Henrik. Si le destin, on avait voulu autrement, parce que, alors, il paraît, oui, bah, justement, on va l'annoncer. Il paraît, alors dis-moi si c'est vrai ou faux, alors on parle de, je crois que c'était 1500 francs à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Quand Saban a racheté les droits de Goldorak à Barclay, alors voilà, pour qu'on ait un chiffre exact, c'est bien d'avoir des chiffres de temps en temps parce que c'était sans doute une broutille, parce que entre nous et Guy Barclay, bon, il produisait tellement de gens, Goldorak, c'était pas. Je pense qu'il n'en a pas pleuré de le rendre à Saban. Je le chante et je repars en tournée. Le soir, j'ai pris l'avion, je vais faire le tour des plages avec mes amis chanteurs et j'oublie cet épisode. C'est comme si j'avais chanté quelque chose qui allait être produit à la télévision, diffusé, mais que j'ai oublié. Je suis parti. Moi, je chantais mes chansons de variété que j'avais chez Barclay. J'avais un album que je chantais le soir sur scène. Et quelques jours après, la tournée s'arrête. Je rentre dans mon village, à côté d'Avignon. Et je vois des gosses qui jouent à Goldorak. Goldorak, c'est moi! Goldorak, ça me parle, ça. Je rentre à la maison et mes frères, j'ai 6 frères et sœurs, me disent Enrique, il y a ta voix dans un dessin animé qui est super. C'est génial, tout le monde m'en parle à l'école. Déjà, ça avait démarré depuis 2-3 jours et c'était déjà la folie. Et je dis bon, j'écoute ça, je dis ah ouais, effectivement. Et à chaque envolée, transformation, Goldorak, go, pam 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 pam, le siège il tourne. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, et ils partent défendre la planète. Et moi je dis, oulala, il faut que je prévienne Barclay, il faut que je prévienne les éditeurs et mon directeur artistique. J'appelle Barclay, à l'époque il n'y avait pas de portable, c'est des téléphones à cadran, chez ma mère. Et ma mère qui me dit, ne fais pas trop long parce que le téléphone ça coûtait un bras. Alors il ne fallait pas rester 3 minutes au téléphone, c'était 30 secondes. Je dis, maman, je te paierai, t'inquiète. Vous savez, pour joindre Barclay à l'époque, sur le cadran, il fallait faire B-A-R-C-L-A-Y. Barclay, et vous lui tombiez dessus. C'est incroyable. Hein, il avait acheté son nom, donc je l'appelle. Oh Dieu, mon petit Enrique, ne t'inquiète pas, c'est pas important, rentre à Paris, on verra ça quand tu seras là. Parce qu'il avait d'autres ambitions pour moi. Donc lui, Goldorak, ça ne lui parlait même pas. C'était un truc japonais que j'avais fait. Et je lui disais tout le bien que je pensais. Et lui, qui s'en foutait, il me disait, rentre à Paris, on verra plus tard. Ou appelle ton directeur artistique. J'ai appelé mon directeur artistique. Ah ouais, parce que Barclay parle comme ça, toujours le cigare sur le côté. Mon petit Enrique, t'inquiète pas, tout le monde vient à Paris, on verra ça ensemble, mon petit Enrique. Allez, la bise Enrique. Allez, il parlait une petite voix comme ça. Un grand colosse avec une petite voix. Et du coup, j'appelle mon directeur artistique, il me dit pareil. Mais non, mon chéri, ne t'inquiète pas, laisse tomber, ce genre, c'est un truc. Quand tu viendras à Paris, on en parle, on verra si on fait le 45 tours. Effectivement, la semaine d'après, je monte à Paris. Coup de fil de la secrétaire de Barclay, Denise, Enrique, vous êtes convoqué chez Barclay à 11h. C'est très important. Et là, il y avait tout le staff. Patrick Villaret des éditions, Franck Mollet, mon directeur artistique, la personne qui s'occupe de l'international, de la production, Léo Missy, le directeur artistique de Balavoine, qui était à l'époque chez Barclay aussi, et tout le monde était là. Et on me demande pourquoi on n'a pas sorti le 45 tours. Je regarde et je dis, ça va vous êtes fous quoi. Je vous alerte depuis 15 jours que je vous dis que Goldorak on joue, que c'est moi qui l'ai chanté, les gens jouent et là. Et finalement, le directeur des éditions, il nous a quittés. Et bon, je peux te raconter l'anecdote, il est décédé. Patrick Villaret, Barclay me dit, mais Patrick, pourquoi on ne le fait pas?
Et Patrick dit, mais Eddie, j'ai vendu les éditions la semaine dernière à Saban, qui a fait Noam après, parce que, pourquoi? Il n'y croyait pas. Il a dit, ouais, moi je pensais que c'était un truc japonais, sans intérêt. Et il l'a vendu, tenez-vous bien, parce qu'il a dit le prix. J'ai pas de jalousie vis-à-vis de qui que ce soit, et vis-à-vis de quoi que ce soit, mais c'est vrai en plus. J'en parle, moi, pour plaisanter, quand on plaisante sur quelqu'un, on déconne, quoi, allez, là-bas. Eh bien, Noam, la première fois que je l'ai rencontré, moi, j'étais admirateur de Noam, parce que quand il était gamin, il chantait des chansons super. Après, il a fait Goldorak, mais tant mieux pour lui. Et au Rex, Jérémy Serron, il y a 3 ans, 3-4 ans, la première édition, c'était 2021, bon, il y a 4 ans déjà. On est tous là, Bernard Minet, Jean-Pierre Savelli, Noam, Michel Parouille et moi-même, parce que Lionel Leroy n'étant pas là, donc on était là. Et moi je suis en coulisses, derrière un rideau noir comme ça, derrière les pendrillons, comme on dit dans le spectacle, et j'attendais mon tour. Et un monsieur qui arrive comme ça, il me tend la main, il me dit « Bonjour Enrique ». Je lève les yeux et c'est Noam. « Bonjour Enrique ». Oui, avec un petit accent que je ne connais pas, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais, je l'ai vu au Rex. Ah, il me dit « Alors c'est toi ?» Alors c'est toi. De quoi il parle? C'est toi la première voix. J'ai dit oui, il me dit c'est super. Il était fan déjà du premier générique. Ça m'a énormément touché. On a vraiment sympathisé ça parce qu'il a un cœur gros comme ça. On a échangé les numéros, on est devenus copains. Et je peux vous dire, c'est un bel artiste. Oui, c'est vrai qu'on a dit ça, il était limite gêné alors que c'était tranquille. Oui, j'ai envie de dire, oui, c'est moi, mais toi, tu as vendu 4 millions de CD, enfin de vinyle, t'es une star, quoi. Et moi, j'étais vraiment avec beaucoup d'admiration pour lui, et c'est lui qui en avait pour moi. C'est ça, les grands bonhommes. C'est les histoires, de toute façon, des producteurs, voilà, les artistes. Olivier, alors toi, comment tu es arrivé à l'aventure du Goldorak Experience, puisque tu es commissaire de l'expo du Goldorak Experience, comme j'expliquerai, Crunchyroll, Animeland tout à l'heure, on a fait un petit balayage pour partir très rapidement. Est-ce que tu retiens aussi de ces concerts? Parce que dans Goldorak Experience, si je ne dis pas de bêtises, vous avez une première version avec les ou playback, en tout cas parfois des versions retravaillées. Vous avez fait appel à un orchestre symphonique, du moins pour les musiques de Shunsuke Kikuchi. Et dans la deuxième session à Paris, vous avez encore changé les choses. C'était pas tout à fait pareil. Tout à l'heure, tu as cité son nom, donc c'est Jérémy Serron qui est à l'initiative de ce projet parce que c'est aussi quelqu'un de notre génération qui a grandi avec Goldorak. Lui, c'est quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, qui a produit des spectacles musicaux, fait venir des artistes japonais et depuis longtemps, il rêvait de faire quelque chose autour de Goldorak. Il est allé voir lui aussi Dynamic Planning, donc la maison d'édition de Gonaga, il a négocié aussi. Ça a pris là aussi beaucoup de temps. En général, ils ne répondent pas beaucoup. Hein. C'est très ils sont très sélectifs, ils sont beaucoup sollicités. Et effectivement, il a eu les droits pour faire un événement autour de Goldorak. Et c'est comme ça, voilà. Après, il fait appel à moi parce qu'il avait besoin de spécialistes. Lui, c'est lui qui avait vraiment l'idée de faire et à la fois une exposition et à la fois un concert, un événement, une espèce de fête au Grand Rex et éventuellement ailleurs. Et c'est, voilà, le projet s'est monté comme ça. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite, parce que Goldorak, j'ai grandi avec. J'avais 13 ans quand c'est arrivé. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Moi, j'étais plus en contact justement avec Enrique, avec les chanteurs. Et pour moi, c'était une évidence que la première fois, il fallait faire au maximum pour tous les réunir. Ils ont tous dit oui, hein. Il n'y a pas eu de... Ah non, je sais pas, mais il y a qui? Non, franchement, tous, Minet, Enrique, tous, ils étaient tous partants pour ce super projet. Et voilà, donc comme tu l'as dit, la soirée au Grand Rex, alors évidemment, même s'il y a beaucoup de génériques de Goldorak, on ne tient pas toute une soirée avec 8 chansons. Donc c'est comme ça qu'il avait cette idée de faire plusieurs parties, de réunir un orchestre, un petit orchestre symphonique pour rejouer les musiques, parce que comme tu l'as souligné, au départ c'est des compositions qui sont vraiment très orchestrales, qui sont jouées par un orchestre. C'était le cas dans les musiques des années 70 au Japon. Donc une première partie avec une sélection de musique, une deuxième partie plus concert avec tous les chanteurs, quelques invités avec
Pierre Guillermo, la voix d'accord. Et puis dernière partie, alors en fin de soirée, là c'était la rediffusion d'un épisode pour lequel les gens avaient voté. Ils ont choisi évidemment d'avoir le dernier, parce que c'est parfois un épisode qu'on n'a pas forcément vu. Et voilà, et ensuite quand on a décidé de remettre ça, parce que ça avait bien marché, il fallait trouver un petit peu de changement, donc on s'est dit tiens pourquoi pas avoir l'orchestre et de faire aussi des chansons avec l'orchestre, et avoir vraiment cette fois-ci un vrai live et pas juste de chanter sur une version instrumentale. Donc voilà, on a apporté des petits changements pour qu'il y ait quand même quelques Les génériques ont gagné encore plus en puissance et ça s'adresse. C'est différent, c'est des approches. Alors, tu as des gens qui aiment bien quand même que ce soit proche de la version originale, et puis là, cette fois-ci, alors l'orchestre était répété pour faire au plus proche de l'original. On n'a pas réarrangé évidemment ces chansons, mais voilà, le côté 100% live apporte quand même une autre dimension aux chansons. Je pense que pour les chanteurs, c'est aussi un kiff quand même de chanter sur une scène avec des musiciens. Olivier, tu as raison, excuse-moi, oui, c'est pour un chanteur, enfin, je pense que les artistes chanteurs, dont je fais partie, chanter avec un orchestre symphonique, on a des repères qui sont fabuleux, de cordes, de violon, de cuivre, de piano, c'est magnifique. Et là, on avait les deux, parce qu'on avait à la fois notre bande originale, et en plus le soutien et le rajout de l'orchestre symphonique. Et c'est d'une richesse incroyable. Moi, j'ai pris un pied fabuleux. Effectivement, c'était très complet. On ne va pas citer tous les invités bonus, mais il y avait aussi des artistes de tout genre, que ce soit du fan art en termes de jeux vidéo, etc. En plus, ou d'autres chanteurs qui ont aussi rendu hommage à Lionel Leroy. Oui. Donc c'était vraiment, on peut difficilement faire plus complet. On peut aussi ajouter qu'il y avait une exposition associée, qui était très sympa. Oui, on avait mis couvert là-dessus. Et donc oui, l'exposition, voilà, on avait réuni à la fois des objets d'époque, des croquis, des celluloïdes, ces fameux dessins transparents sur lesquels étaient dessinés les personnages pour faire l'animation, des objets aussi plus modernes, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une exposition un peu ancienne avec que des trucs du passé, parce que Goldorak continue aujourd'hui d'exister. Il y a une nouvelle série, il y a encore des nouveaux objets de collection qui sortent encore aujourd'hui. Donc l'idée, voilà, c'était de faire un peu Goldorak à travers les époques et de montrer que c'était encore quelque chose de très important et de très vivant. Et j'ai pu comprendre aussi encore dans d'autres pays francophones, jusqu'en Arabie Saoudite, pas de limite, parce que là-bas ils sont très fans de Glenn Daiser. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde. On a les Goldorak qui a eu du succès, c'est surtout en France, en Italie, effectivement dans certains pays arabes, puisque Goldorak a été diffusé au Liban, je crois, la première fois, et cette version arabe faite par le Liban est passée dans plusieurs pays. Et l'Arabie Saoudite, oui, c'est effectivement, c'est comme en France, hein, c'est vraiment quelque chose de différent. Et on a été approché par des gens qui voulaient absolument aussi reprendre cette exposition, et on l'a faite aussi là-bas. Et il y a encore quelques projets internationaux aussi dans les tuyaux, parce qu'il y a vraiment aussi d'autres pays où il y aura. Parce qu'on s'est calé sur ce qu'on peut dire et ne pas dire, puisque comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Voilà, on a eu une discussion. Quand j'ai vu le Goldorak Experience, naturellement on s'est contacté. Comme j'avais des relations avec Jean Chalopin pour avoir travaillé avec Gilles sur l'idée Cité d'Or, etc., ça s'est fait assez naturellement. On s'est dit, tiens, ça serait sympa, évidemment avec Olivier, toujours avec l'équipe, avec Citalone et tout ça, de réunir un peu nos comment dire, je ne vais pas dire nos talents, ça fait péter, mais en tout cas nos contacts, nos compétences plutôt respectives. Je dirais même qu'avant ça, on avait commencé à faire le tour un peu quelle autre série mériterait d'avoir cette expérience. Une exposition, un concert. Alors évidemment, forcément, les City d'Or, c'est arrivé un peu dans la top list. Il y en a d'autres, il y en a d'autres encore qui méritent aussi. Mais voilà, après Goldorak, le cheminement était de se dire, est-ce qu'il y a autre chose qui se prêterait à un tel événement? Oui, pareil, pour des titres comme Ulysse ou Albator ont été évoqués ça et là. Mais après, là, c'est pareil, quand tu parlais aussi des droits, enfin, ce genre de choses. Et puis le potentiel aussi. Il faut trouver aussi, est-ce que toutes les séries... Il faut trouver quelque chose qui parle à plusieurs générations. C'est pas tant pour vous spécialement, pour les spécialistes, mais vraiment pour toucher un peu plus large public. Après, je ne suis pas devin, mais est-ce qu'il y a autant de licences que ça qui fédèrent au-delà? On a quand même quelques-unes. En France, on a eu quand même une activité très riche en 50 ans, donc il y en a. Mais après, voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Arriver à identifier qui a les droits,
comment ça peut se mettre en marche. Est-ce qu'on pourrait montrer aussi tout ça et voilà. Et à la fin, un petit peu, notre choix s'est porté sur les cités d'or, facilité effectivement par le fait que tu avais ces contacts. Effectivement, et puis sachant aussi, sans citer forcément la concurrence ou d'autres, il y a de la place pour tout le monde, pas de jalousie, qu'il y a aussi des spectacles qui existent aussi déjà sur cette et d'autres choses. Donc le but n'est pas non plus d'apporter complètement des copier-coller, mais d'essayer d'apporter peut-être des choses différentes ou du moins complémentaires. Donc sur ce qu'on peut dire, sur les Mystérieux Cités d'or, évidemment vous avez vu l'affiche, elle a été postée depuis plusieurs mois, c'est l'affiche d'Alexis Talon. Donc je rappelle qu'avec Gilles, on va ressortir donc, ce livre collector des Mystérieux Cités d'or avec 400 pages de plus au printemps prochain, donc, en collector. Dans la foulée aussi, en ce moment, il y a une discussion plus qu'avancée aussi sur le manga de Thomas Bouvray, aussi en 5 volumes, parce qu'ils deviennent rares, les volumes sont quasiment introuvables ou à des prix pas possibles, et il y a une réflexion, c'est plus qu'une réflexion, c'est bien avancé, pour sortir aussi dans la foulée, j'ai envie de dire du 40e anniversaire, plus que dépasser les cités d'or. C'est plutôt 42, 43 ans, 40 ans, mais on va pas pinailler. Son manga en 5 volumes aussi, quitte à aller dans cette vague. Pour les choses qu'on peut dire, alors concrètement, c'est vraiment validé par Jean Chalopin et Bernard Derriès. Ça c'est important, comme vous avez eu la notion avec Gonaga, etc. C'est important que les personnes qui ont été les créateurs d'origine valident le projet, donc c'est vraiment fait main dans la main avec eux. Il y a eu plusieurs visios, plusieurs réunions qui ont été faites avec Jean Chalopin et ou Bernard Derriès ou bien le management de Jean Chalopin. Il y aura évidemment dans l'idée, comme le Goldorak Experience, une expo. Voilà, pour l'instant, on est en train de réfléchir. Oui, il n'y a pas encore de lieu ni de date, c'est toujours en recherche. En recherche, voilà. Nous, c'est Jérémy qui est en train de voir à ce niveau-là, mais ça va arriver. Pour ce qui est du côté artistique, dans le même modèle que le Goldorak Experience, oui, il a dit, tu peux le dire, oui, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de musical, de symphonique, de fort autour des cités d'or. On ne va pas tout dire non plus parce que ça serait trop court. Alors là, il y a quand même quelque chose à réinventer parce que autant Goldorak, au départ, les musiques sont symphoniques, les Mystérieux Cités d'or, c'est des musiques, il y a quelques vrais instruments, mais c'est quand même des choses qui sont plus que au synthé, donc là, il y a quand même une adaptation à faire. Et pareil, en termes de générique, il n'y en a pas autant que sur Goldorak. Exactement. Le chanteur principal, malheureusement, Jacques Cardona, est décédé. Voilà. Donc là, il va falloir être un petit peu plus imaginatif pour construire quelque chose qui nous permette de passer une belle soirée comme on a pu le faire avec Goldorak. Et voilà. On continue de travailler dessus. Exactement. Le but de rendre hommage à Jacques et aux autres personnes, parce que malheureusement aussi sur les cités d'or, il y a de plus en plus de gens qui ne sont plus de ce monde. Donc évidemment, vous avez fait bien aussi Catherine Lafont la dernière fois. Oui, pour Goldorak, les voix de Goldorak, c'est un peu plus dramatique, hein, il reste malheureusement plus beaucoup, surtout dans les voix principales. Après, c'est normal, c'est un des premiers grands dessins animés japonais qui était doublé il y a presque 50 ans maintenant, et c'était des gens qui avaient déjà parfois un certain âge. Donc, la voix d'Alcor, bon, effectivement, Catherine Lafont pour Félicia, et il reste, par contre, c'était pas possible de la faire venir puisqu'elle est passée dans un institut spécialisé, elle est toujours en vie. Pauline Manuel, mais oui, elle a plus de 90 ans. Voilà, mais elle est en fauteuil roulant, donc à un moment, voilà, malheureusement. Malheureusement, Evelyne Selena nous a quittés aussi récemment. Bon, voilà, il faut tourner cette page, malheureusement, voilà. Donc, et toi, comment tu le sens, Édric? Donc, vous l'avez compris, pas rentrer dans tous les détails, mais que ce soit les créateurs de la série, que ce soit des doubleurs, que ce soit des musiciens, oui, on a commencé à rentrer en contact avec l'équipe de Saban et Lévy pour faire en sorte, en dehors de Georges Chalopin, qu'on fasse au mieux, comme tu dis, pour reconstituer l'univers des cités d'or, sachant qu'il faut quand même rappeler, ça c'est, quand il y a un orchestre, c'est plus trop un problème, mais rappelons quand même que Shoki Lévy avait quand même signé ses 89 partitions, pour être exact, de façon autodidacte, c'est-à-dire qu'il a tout fait spontanément, c'était quand même assez incroyable, c'était un travail assez gigantesque sur les Mystérieux Cités d'or et qui continue de marquer les esprits. Donc, pour ce qui est de la date, elle n'est pas encore complètement arrêtée, mais Jérémy nous a expliqué qu'effectivement, ce serait autour de mai, et ça on peut le dire. Voilà. Pour l'instant. 2026. Voilà. Pas 2027-28, voilà, heureusement. Mais donc autour de mai, et pour l'instant, pour y aller mollo, une date, c'est comme tout. Parce que beaucoup de gens demandent est-ce qu'il y aura deux dates, tout doucement, parce qu'effectivement, bon, faut déjà voir
comment ça prend, etc. Et puis c'est bon tout ça. Donc oui, on va faire notre maximum les uns et les autres pour apporter des choses non seulement d'époque, et des dépoussiérées aussi et inédites sur les mystérieuses cités d'or. Est-ce que vous avez quelques petites questions aussi, que ce soit sur le Cité d'or Expérience ou le Gold d'or Expérience, auxquelles on va tenter de répondre, et quand on ne peut pas répondre, c'est qu'il y a une raison. Merci. Alors j'ai deux questions. Et une joie. La joie, c'est un fan d'Enrique et Gédéric qui l'a chanté, de savoir que ça va sortir. Il m'a fallu des années pour l'avoir suivi. Vraiment, je transmettrai à Jérémy parce que ça fait vraiment chaud au cœur et effectivement c'est un projet où ça m'investit beaucoup personnellement et de voir comme ça qu'on a fait briller des yeux, c'est vrai que ça nous touche aussi. Donc merci d'être venu, merci de soutenir. Pour la question sur le générique, voilà, on ne va pas répondre maintenant, effectivement, on réfléchit à qui pourrait l'interpréter, c'est sûr, ils seront chantés, c'est d'or, ça c'est sûr. Ouais. C'est pour l'instant un peu tôt, mais ok, on prend note de cette question. Enrique, Je suis très sensible à ça, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi, ça me va droit au cœur parce qu'on fait ce métier, nous artistes, pour toucher votre cœur. Et là, apparemment, je l'ai fait il y a plusieurs années. Et c'est super. Hein. On me demande, par Goldorak, bien sûr, ce sont les cités d'or. Ben oui, c'est incroyable. Le monde est petit. Ma préférence, le premier que je cite, ce sont les cités d'or. Parce que d'abord, je les connais. L'air principal, je le trouve formidable. Et j'y avais pas pensé, effectivement. Bravo. Pourquoi pas? Alors, je voudrais ajouter juste quelque chose. On est fermé à rien, on écoute, c'est Jérémy qui tranchera, etc. On soumettra évidemment les idées qui sont toutes les bienvenues. Bien évidemment aussi sur la bande originale, je parle de la bande originale, pas forcément des chansons, parce qu'il y a effectivement le générique et des chansons autour des Cité d'or. Il y a eu effectivement l'équipe de Graham, Mika, Steve Walker, c'était nombreux dessus à participer. Prof, il me semble, d'autres peut-être que j'oublie, enfin, je ne vais pas tous les citer. Donc oui, naturellement, forcément, sans en révéler trop, on pense déjà aux créateurs, ceux qui sont plus proches, etc. Mais, comme on a pu voir dans le Gold d'or Expérience ou sur d'autres choses, des fois, on n'est pas fermé à avoir des produits, etc. Mais c'est encore un peu tôt. Mais voilà. Après, encore une fois, c'est Jérémy qui tranchera. Ce qu'on peut dire, c'est que Olivier va être de nouveau, c'est officiel, commissaire, je vais y arriver la pratique, avec ces conférences de l'expo. Je vais apporter humblement mon aide aussi, parce que Olivier, je pense que c'est un secret pour personne, forcément tout ce que tu as fait, il y a aussi les textes que je suppose que tu as dû faire sur Goldorak. Donc ayant travaillé sur les mystérieuses Cités d'or, je vais apporter de l'aide aussi à Olivier, à l'équipe sur l'artistique et les textes et les connaissances des Cités d'or. Grâce aussi à des amis, des aides des uns et des autres, parce que c'est ce qui a été fait aussi pour le Goldorak Expérience. Je pense que je vous apprends rien en disant qu'il y a les collections des uns des autres, des silos, des choses qu'on retrouve, des jouets, il y a aussi pas mal de goodies. Donc je ne vous cache pas aussi, c'est pas ceux qui n'avaient pas non plus, mais quand je dis eux, pas plus eux que d'autres, c'est en tout cas les collectionneurs en général. Naturellement, je pense à des aides qui sont bienvenues, des gens comme Gilles, des Emra, comme d'autres spécialistes des Cités d'or. En signant le livre des mystérieuses Cités d'or, on s'est rendu compte petit à petit aussi avec Gilles qu'on a pu réunir de plus en plus des éléments aussi qu'on n'avait pas et qui sont venus petit à petit de l'étranger ou l'autre grâce au succès du livre. Donc c'est un peu une commune force aussi des uns et des autres et on a besoin parce que, pour tout vous dire, je ne apprends rien pour ceux qui ont lu le livre, il y a beaucoup de cellulos, Jean Chalopin, et même pas Jean Chalopin, même les Japonais. Si vous saviez le nombre de témoignages qu'on a eu autour des Cités d'or en disant « Ah, si j'avais su, Jacques Anastrier le premier, oh là là, j'avais tous les robots de Goldorak quand je vois les prix sur eBay, etc. » Et sur les Cités d'or, c'est pareil, beaucoup de choses ont été jetées à la poubelle, etc. Donc, on va devoir aussi faire appel aux différentes forces, et voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. C'est encore un peu trop tôt pour l'aspect musical et autres, mais en tout cas, on va essayer d'être au plus proche et on entend, on va soumettre, on en parlera à Jérémy, de ce genre. Oui. Il y avait Noam. Alors Noam.
Tout à fait. Noam a participé à la bande originale et a chanté le générique anglais. Voilà. C'est vrai. Et qui n'aime pas enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ma vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. On se réveille. Et Estebanzia, Tao les cités d'or. Encore une fois. Estebanzia, Tao les cités d'or. Hey! On peut applaudir Enrique. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet Cité d'Or Expérience à venir ou sur Goldorak Expérience? On a encore un peu de temps. C'est le moment ou jamais. Profitez-en. Bonjour, moi je m'appelle Nina. Je suis très contente de vous rencontrer. J'ai grandi longtemps avec Goldorak, avec les Cités d'Or. Les frères sont des meufs avec Goldorak. Moi, les Cités d'Or. Les Cités d'Or, j'ai grandi avec. J'adorais la voix off à la fin qui racontait la vie des Incas et des Mayas. Est-ce que, j'imagine que c'est monsieur de plus de ce monde aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir retrouver quelqu'un qui pourrait refaire ce genre de voix off à la fin du film? Vraiment, moi, quand j'étais gamine, ce mec, il m'hypnotisait par sa voix. C'est Jean Topin, c'est effectivement un grand comédien, mais voilà, qui nous a quittés, ça fait déjà quelques années. Effectivement, c'est pourquoi pas essayer de retrouver l'esprit, à voir, peut-être passer un extrait ou extraire sa voix pour dire quelque chose. Le simple au revoir, à bientôt. À la fin, c'est sûr, on va faire ça, c'est obligé. Parce que c'est ce qu'il faisait, les Cités d'Or. C'est plein de choses, les voix aussi, les voix des personnages et des voix charismatiques, avec Berger, la voix d'Esteban, enfin les trois voix. Bon, alors attention, je ne vais pas vous faire fuir, c'est pas le but. Juste pour sonder un petit peu, est-ce qu'ici il y en a qui ont aimé les nouvelles saisons des Cités d'Or? Je sais que parfois il y a des sujets polémiques ou pas, mais c'est aussi une question de génération. Bon, tout ci, tout ça. Je vais un peu plus loin, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait, c'est comme on dit avec l'exception des discussions. Si dans Cité d'Or Expérience, évidemment on est concentré sur la série d'origine, est-ce qu'ici, c'est juste pour voir un petit peu les réactions, si on prolongeait, j'ai bien dit on parle de police femelle, rien n'est fait, plus loin pour aller aussi au-delà et sur l'ensemble des Cités d'Or, c'est quelque chose qui vous plairait, si du moins c'est plus complet, même si évidemment on est concentré sur la série d'origine et on mettra les moyens nécessaires, enfin le paquet là-dessus, en tout cas une sincérité absolue là-dessus, est-ce qu'il y en a qui trouvent que ça serait sympa ou au contraire, je voulais juste voir un peu si c'est du plus, est-ce que ça vous bloque ou est-ce qu'au contraire c'est cohérent puisqu'après tout, je me permets, sans faire de polémique, c'est quand même devenu une franchise. Allez, qui est pour? Levez la main, ceux qui sont en cours. C'est devenu une franchise, donc je vais voir un petit peu. Qui est totalement contre. Voilà. En gros, s'il y a une expo des Cités d'Or, vous voulez qu'on parle que de la première série ou alors vous voulez qu'il y ait aussi les dernières séries qui cadrent récemment? C'est ce que je dis, c'est une